Conseil national de lutte contre le sida a tenu sa 6e session placée sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara qui a annoncé une augmentation du budget dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Les travaux de réhabilitation de l'axe routier Pankomou-Agnibi-Lékrou en passant par Bangourou avancent. 57% des travaux sont déjà réalisés pour un coût de 39 milliards de francs CFA. La fête de Noël, c'est dans quelques jours. Les préparatifs vont bon train partout dans le monde. En Europe, la Croatie, en plus de ses plages à l'eau cristalline, en veut faire de Noël un moment fort de son calendrier touristique. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le Conseil national de lutte contre le sida a tenu sa 6e session placée sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. La rencontre a réuni tous les acteurs engagés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le bilan de la lutte durant les 5 dernières années a été fait et les dispositions sont prises par le gouvernement pour mieux lutter contre cette maladie. Viviane Aïmer. Le Conseil national de lutte contre le sida a tenu ce lundi 21 décembre sa 6e session consacrée au bilan des différentes politiques nationales de lutte mises en œuvre au cours de ce premier quinquennat présidentiel qui s'achève et la présentation des objectifs pour le quinquennat 2016-2020. Cette réunion, présidée par le président de la République, qui est le président du Conseil national de lutte contre le sida, avait pour cadre le palais présidentiel. Au nombre des participants, outre le gouvernement avec en tête le Premier ministre, la Première Dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, les représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, les représentants des structures des Nations Unies chargées de la lutte contre le sida, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, les ONG nationales en charge des personnes infectées ou malades du VIH. Bilan des politiques nationales de lutte durant ce premier quinquennat. La courbe du sida est en chute. Plus de 1,8 million de personnes ont été dépistées pour le VIH, dont 99,6% ont reçu le résultat de leur test. Plus de 13 000 femmes enceintes ont bénéficié des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant. Nous avons également plus de 258 000 personnes qui vivent avec le VIH qui ont reçu des services de soins et de soutien. Le taux de positivité VIH parmi les femmes enceintes, comme vous voyez, régresse au fil des années. Entre 2012 et 2015, et cela est extraordinaire, il est passé de 3,8 à 1,7. Je dis bien que ce sont les résultats de 2015. Aussi, le taux de positivité également, VIH parmi les enfants nés de mères infectées, enrôlés donc dans la PTME, chute de 13% en 2012 à 6,4% en 2015. Un bémol cependant, si les progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire ont bénéficié depuis 12 ans d'appuis extérieurs importants, notamment celui du gouvernement américain à travers le PEPFAR qui a injecté plus de 600 milliards de francs dans la lutte, les donateurs ont d'ores et déjà annoncé la réduction de leur appui à la Côte d'Ivoire au profit de pays moins nantis. La question du financement de la lutte est une problématique majeure qui, si elle n'est pas résolue, pourrait annihiler tous les efforts communs de lutte contre cette terrible maladie. En effet, notre pays reste encore très dépendant du financement extérieur dont la contribution se situe à hauteur de 90% des besoins. Face à ce qui peut apparaître comme un obstacle à la poursuite des progrès enregistrés dans la lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a déclaré son optimisme. Concernant la question du financement, sujet que nous avons longuement évoqué, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement augmentera sa contribution financière dans la lutte contre le sida. Je suis d'avis avec ceux qui pensent que nous devons tout faire pour prendre en charge la quasi-totalité de cette somme, mais vous savez que c'est des sommes importantes. Et nous continuerons d'apporter une contribution importante. Il y a une solidarité mondiale par rapport à cette question
Il a salué les avancées réalisées en Côte d'Ivoire et a félicité tous les acteurs de cette lutte, dont, au premier rang, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Je salue et je félicite ces milliers de femmes et d'hommes qui, au sein des organisations non gouvernementales, des associations et des groupements dans les communautés de la base, œuvrent sans relâche pour une Côte d'Ivoire sans sida. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction et ma reconnaissance aux membres du Conseil national de lutte contre le sida. Enfin, je voudrais rendre hommage à la première dame, Madame Dominique Ouattara, pour ton implication personnelle dans la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH-Sida. Bravo, bravo à toi. Je voudrais réaffirmer à nouveau notre entière adhésion à l'action mondiale pour l'élimination de l'épidémie de sida d'ici 2030, ainsi que l'engagement de la Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour qu'à l'orée 2020, le taux de prévalence de notre pays soit en deçà de 1%. Voilà qui balaie toute inquiétude à l'horizon. La lutte engagée contre le sida en Côte d'Ivoire maintiendra son cap. Autre information, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a procédé à la mise sous tension de la ceinture du réseau électrique de la ville d'Abidjan. La réalisation de ce projet vieux de 32 ans, lancé grâce à un financement de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, à hauteur de 6 milliards de francs CFA, va permettre d'augmenter la capacité du réseau électrique d'Abidjan. Lancé de Bakayoko, Adama Kodé. Ce poste source installé sur la route de Bingerville représente un investissement de 6 milliards de francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD, un projet qui a nécessité une technicité pointue. Créer donc la nouvelle travée d'abord, installer 2 nouveaux transformateurs, 225-90 100 MVA, en lieu et place du seul transformateur de donc 110 MVA. Et ensuite faire la ligne qui relie donc aujourd'hui le poste de la Riviera au poste d'Abobo. L'ouvrage va concourir à une amélioration sensible de la qualité de la distribution dans les secteurs de Cocody et de Bingerville. Un soulagement pour le concessionnaire souvent confronté aux avaries et autres surcharges des ouvrages. C'est nous qui souffrons au quotidien de ce manque de bouclage de la ligne 225 depuis des années et aujourd'hui c'est chose faite. Le but ultime est double. Réduire sensiblement le temps moyen de coupure de courant en Côte d'Ivoire et optimiser l'approvisionnement des consommateurs. Le président en avait fait une priorité de produire plus d'énergie et d'énergie de qualité à moindre coût. La mise en place des différents postes de source de la région d'Abidjan va permettre d'augmenter notre capacité de transformation de près de 95%. Depuis 2011, le gouvernement a lancé 9 projets de postes sources dans la ville d'Abidjan. 7 ont déjà été réalisés ou sont en finition. Le Japon offre plus de 3 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce don s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, le Japon et la Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. Environ 3 milliards 500 millions de francs CFA. C'est le don du gouvernement du Japon à la Côte d'Ivoire. Ce don revient à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, et à la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Un appui qui servira à financer le projet d'appui au renforcement des équipements de l'ARSTM, montant plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA pour l'achat d'équipements pédagogiques. La RTI, 260 millions de francs CFA, un montant pour l'achat d'équipements et de logiciels ce lundi 21 décembre pour matérialiser cet appui du Japon, signature des échanges de notes. J'ose espérer, comme tout l'ARSTM, que les équipements qui sont fournis à la RTI fassent l'objet d'une adéquate gestion afin de servir à la production de programmes de meilleure qualité. Je voudrais saisir cette heureuse occasion au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara pour exprimer aux autorités du Japon nos sincères remerciements pour l'aide si précieuse qu'elles ont bien voulu nous apporter en cette fin d'année
qui s'annonce prometteuse pour l'ensemble de la population ivoirienne. Pour la RSDM et la RTI, ce dont est opportun. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude pour l'assistance multiforme dont nous avons bénéficié face à l'obsolescence technologique des équipements pédagogiques. Nous avons eu l'occasion il y a quelques années de découvrir des programmes japonais. Les populations étaient très satisfaites puisque notamment un certain nombre de valeurs partagées par le Japon sont partagées en Côte d'Ivoire, le respect des traditions, tout en étant bien entendu très attirés par la modernité. Donc c'est vraiment avec beaucoup de satisfaction que nous allons recevoir ces programmes et permettre aux Ivoiriens de découvrir des choses intéressantes. Et je pense que les Ivoiriens seraient très contents de cette collaboration. Et encore une fois, nous voulons remercier le Japon et l'inciter à poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Ces deux projets, à l'instar de tous les projets financés par le Japon, contribuent au renforcement des relations d'amitié, de coopération existantes depuis longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Japon. Toute autre chose à présent, la rentrée judiciaire 2015-2016 de la Cour d'appel d'Abidjan a eu lieu au palais de justice au Plateau. Cette rentrée judiciaire s'est faite sur fond de consolidation de la démocratie ivoirienne après la présidentielle. Abdoulkader Ouattara, Abou Sanogo. Fait rare en cette nouvelle année judiciaire à la Cour d'appel d'Abidjan. Il n'y a pas eu d'installation de nouveaux magistrats comme on a coutume de le voir. Il s'agit plutôt de réunir toute la famille judiciaire autour d'un défi majeur, consolider la démocratie après une présidentielle réussie. La justice n'est pas en marge de la marche de notre pays. Le chef de l'État a donné le ton de ce que devraient être les chantiers pour la Côte d'Ivoire, à savoir l'Ivoirien nouveau dans une Côte d'Ivoire nouvelle. Tout acteur de la justice doit également revêtir cet habit de l'Ivoirien nouveau, c'est-à-dire se débarrasser des anciennes habitudes pour travailler de manière plus efficace. Nous allons nous efforcer, nous allons nous atteler à améliorer notre service public, notamment accélérer les procédures dans la clarté et dans la transparence, renforcer la confiance entre les justiciables et leur justice. La rentrée judiciaire, c'est l'occasion de dresser le bilan des activités antérieures. Du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, ce sont 4 891 décisions qui ont été rendues, dont 2177 en affaires commerciales, 1358 en affaires correctionnelles et criminelles, ainsi que 408 affaires sociales. Un satisfait a tout de même été relevé lors de cette rentrée judiciaire. Tous les dossiers de la crise de 2010 ont été menés à bon terme et les procès tenus. Un challenge dont se sont félicitées les autorités judiciaires de la Cour d'appel d'Abidjan. La Commission nationale de recrutement des enseignants du supérieur est actuellement en réunion ce mardi. Elle statue sur les dossiers de candidature pour enseigner dans le supérieur. En prélude à cette session 2015, le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait des précisions. C'était hier lundi en présence de notre reporter Vénance Emmanuel. 891 dossiers de candidature réceptionnés pour 365 postes à pouvoir dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour l'année 2015. La Commission nationale des recrutements des enseignants du supérieur se réunira ce mardi 22 décembre pour statuer sur les dossiers reçus. Pour cette session, selon le directeur des ressources humaines du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des innovations ont été apportées dans la procédure de recrutement. Le ministre Nyamia Kona introduit des innovations dans le recrutement de sorte à rendre ces recrutements plus équitables et plus rationnels. L'année dernière, il a introduit les entretiens parce qu'un candidat qu'on recrute à un tel niveau, il faut l'avoir entendu et vu, l'apprécier. Et cette année, il a souhaité que les universités aient la responsabilité du recrutement au niveau de la sélection des candidats. Il s'agit à cette session du recrutement des assistants chefs de clinique, des attachés de recherche et des assistants de l'enseignement supérieur. Nous avons bénéficié de 365 postes budgétaires pour 2015, dont 275 pour les recrutements nouveaux. Ça veut dire les candidats
qui n'ont jamais été fonctionnaires, qui veulent être fonctionnaires. 70 pour les glissements catégoriels et 20, la fonction nous a autorisé à recruter 20 en contrat. On estime à 3 818 enseignants-chercheurs et chercheurs dans les universités et grandes écoles publiques en Côte d'Ivoire. Malgré les efforts du gouvernement, il reste encore un déficit à combler. On peut évaluer autour de 4 000, 5 000 enseignants pour résorber le déficit dans le format LMD. Selon Djembala Diakité, la solution pour combler le déficit d'enseignants serait, en plus de l'augmentation des postes budgétaires, l'enseignement en ligne à travers les TIC, où un enseignant pourrait donner le même cours dans plusieurs universités au même moment. La jeunesse d'Ara, chef-lieu de département dans la région du Morono, est sérieusement confrontée à un problème d'emploi. Les jeunes de cette localité voudraient que les élus et les cadres les soutiennent pour qu'ils puissent mener des activités génératrices de revenus. Jeda Toubé. Dans la ville d'Ara, on les trouve dans plusieurs secteurs d'activité. Des jeunes, filles comme garçons, ils sont gérants de kiosques ou de magasins, vendeurs de chaussures, couturières, coiffeuses ou tenancières de petits commerces. Bref, ce sont des acteurs participant au développement économique d'Ara. Et de ces jeunes, on dit beaucoup de bien. Ils sont encouragés. Parce que j'ai fait la remarque, c'est que les jeunes même du village ont compris qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Nous avons des problèmes d'emploi. Voilà. Si nos cadres pouvaient créer des petites entreprises pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, c'est à partir de cela, on peut réaliser beaucoup de choses. La réalité est qu'une frange importante de cette jeunesse d'Ara est encore en proie aux vices, à l'ennui et aux besoins. Les uns diplômés à la recherche d'un premier emploi, les autres déscolarisés sans réelle qualification et qui comptent sur l'aide des aînés et cadres, une aide qui d'ailleurs ne vient jamais. Malgré leurs différences de catégorie, les jeunes d'Ara aspirent à la même quête, leur insertion socio-professionnelle pour un relèvement économique. J'ai fait des dépôts d'emploi. Enfin, on ne m'a pas encore appelé à avoir quelque chose comme un petit emploi. C'est débrouillé pour le moment. C'est tout ce que nous demandons au cadre. Jusqu'à présent, il n'y a rien. On est là, on regarde. Peut-être que dans l'avenir, ça ira. Vraiment, la majorité ne sont pas heureux. Parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien, il n'y a pas d'usine. On demande au cadre d'Ara vraiment d'aider les jeunes. Les jeunes d'Ara ne sont pas exempts de reproches. Beaucoup attendent de leurs aînés, cadres et élus, que ceux-ci revoient leur rapport en termes d'aide, soutien et orientation. Certains, fouettés dans leur amour-propre, se sont souvenus du coup de l'héritage que leur ont légué leurs pères. Aujourd'hui, nombreux sont retournés à la terre en espérant que ce ne soit pas un refuge. Ils y sont, mais encore, il faut les encourager. Il faut les encourager. Il y a qu'une usine de transformation du bois, une usine de cacao, puis un lycée professionnel. Je crois que, bon, ça même beaucoup reconnaissant pour ces jeunes. Il y a des financements qui ont été accordés à des groupes de jeunes, mais il faut que les jeunes soient porteurs de projets. Il faut qu'ils souscrivent aux projets lancés par le ministre. Mais pour qu'on puisse financer, il faut que le projet soit bancable. Il faut qu'il soit un projet viable, réalisable. Mais je dis, si vous n'êtes pas inspiré par des esprits sérieux de réussite, vous ne pouvez pas concevoir de projet. Par contre, ceux qui ont pensé s'épanouir, ils ont conçu des projets, ils ont reçu des financements et ça marche bien pour eux. La cacaoculture est le secteur qui occupe le plus de jeunes à Ara. Il porte l'espoir de la relance et la durabilité de la cacaoculture dans cette région. Ara, qui jadis faisait partie de la boucle du cacao. Un mot de religion dans cette édition, la 10e édition de la Nuit de l'Évangile organisée par la communauté des enfants de la Sainte Trinité, débutée en octobre 2015, a connu son apothéose. Elle a été marquée par des prières, des chants et des louanges en l'honneur de Jésus-Christ. Honorine Kakoubla Agnigori. C'est sous le signe du changement que s'est tenue cette rencontre du conseil d'administration de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, l'ABCI et sa direction. Cette rencontre a consisté, entre autres, à présenter les rapports des activités de l'exercice 2014, à savoir le rapport moral et financier, et à sensibiliser les églises et les chrétiens à soutenir l'œuvre biblique par les prières et les dons. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mobiliser, de relancer, d'exhorter les donateurs
à vraiment soutenir l'Alliance biblique. Nous voulons faire un changement au niveau de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Changement tant spirituel, tant qu'au plan de nos activités, qu'au plan de nos comportements. Créée en 1956, la mission de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire est d'assurer une large diffusion de la Bible et des textes bibliques dans une langue facile à comprendre et à un prix abordable. Deuxième grand titre de cette édition, lancé en décembre 2013 à Gnibilekro par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les travaux de réhabilitation de l'axe routier Pankomo à Gnibilekro en passant par Abangourou, long d'un peu plus de 85 km, avancent. 57% des travaux sont réalisés pour un coût de 39 milliards de francs CFA. Abou Sanogo. Élargissement de la voie, planche d'essai sol ciment, reprofilage lourd et traitement de points critiques, des passages de cours d'eau et des dallots en construction, un pont achevé. Des caterpillars sont à la tâche. Les travaux de réhabilitation de l'axe Abengourou à Gnibilekro avancent. Démarrés en décembre 2013, les travaux sont à 57% de taux de réalisation. L'itinéraire est long de 87 km 500. En parcourant le tronçon allant du pont sur la Komoué à la ville d'Abengourou, le ministre des Infrastructures économiques Patrick Hachi a pu s'assurer du bon déroulement des travaux. Le chantier va à un rythme beaucoup plus important que la normale et que nous allons tenir les délais. Le pont Komoué va être également réhabilité. Les études sont en cours, sont financées par les bailleurs de fonds et l'État a l'intention naturellement de le réhabiliter. Financé à hauteur de 39 milliards de francs CFA par l'Union européenne, le projet sera livré dans 26 mois. Ça va être une route qui va être belle et surtout importante pour les habitants. Je pense notamment à ceux d'Abengourou et pour l'activité économique également de cette partie de la Côte d'Ivoire et également d'Abidjan. L'effectivité du projet va mettre fin aux difficultés liées à l'état désastreux de la voie et permettre l'évacuation des produits agricoles. Nous partons très satisfaits de cette visite et on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour l'inauguration. Les structures sanitaires des localités traversées par le projet ont reçu du matériel médical de l'Union européenne d'une valeur d'environ 7 millions de francs CFA. Nous allons toujours parler d'infrastructures, mais cette fois en nous rendant au Malawi. Dans ce pays, le secteur des infrastructures connaît une embellie, cela en partie dû à la coopération avec la Chine. Ce pays a investi des millions de dollars depuis 2007, permettant ainsi au Malawi de développer ses infrastructures. Le stade Bingu de Lilongwe, la capitale du Malawi, est presque achevé. Il pourra accueillir plus de 40 000 spectateurs et la piste d'athlétisme a été conçue selon les standards olympiques. Comme de nombreux projets quasi terminés, une université, un nouveau parlement, des routes, un hôtel de luxe, le stade a été construit par une entreprise chinoise avec un prêt chinois. L'ambassadeur assure qu'il s'agit d'une politique généreuse et sans contrepartie. Nous ne posons pas de conditions à notre coopération économique. Quand nous offrons un nouveau bâtiment parlementaire, quel profit pourrions-nous en tirer ? Depuis que le Malawi a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan en 2007, la Chine y a financé énormément d'infrastructures. Rien qu'au mois d'octobre, Pékin a injecté 1,5 milliard de dollars dans l'économie malawite. Mais la majorité des investissements restent des prêts que le Malawi aura du mal à rembourser d'après certaines ONG. Rien n'est gratuit. Je suis sûr que nos collègues chinois ont fait leurs calculs et qu'ils tirent des bénéfices de tous les pays où ils vont. En Afrique aussi, ils savent ce qu'ils veulent. Il y a un énorme marché pour leurs produits sur le continent. Il y a un énorme potentiel pour développer leur économie. Les entreprises chinoises qui construisent des infrastructures emploient majoritairement la main-d'œuvre locale, comme Evans, qui a travaillé pendant 2 ans sur le chantier du stade. Les Chinois ont transmis les compétences et les connaissances. Les gens qui travaillaient dur ont appris quelque chose. Ceux qui ne se sont pas assez investis n'ont rien appris. Ceux qui ont acquis des compétences travaillent aujourd'hui dans le bâtiment ou dans l'acier. Les Chinois ont apporté du développement concret. Evans a lui préféré faire le pari du commerce. Aujourd'hui, il compte sur les 1200 ouvriers du chantier et demain sur les supporters.
Le gouvernement malawite aura lui 20 ans pour rembourser à la Chine les 90 millions de dollars prêtés pour cet immense stade. Dans le reste de l'actualité, près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes pour approuver une nouvelle constitution. Première étape test avant la présidentielle et les législatives du 27 décembre prochain. Censé clore une transition et sortir le pays de 3 ans d'affrontements intercommunautaires. Il y a eu 90% de oui et 10% de non. Le taux de participation était de 30%. Les deux chambres du Parlement du Burundi étaient réunies hier en congrès extraordinaire. Elles ont exhorté le gouvernement à refuser le déploiement d'une mission de maintien de la paix de l'Union africaine dans leur pays pour ne pas hypothéquer sa souveraineté. Le congrès a également rappelé le principe de non-ingérence d'un État membre de l'Union africaine dans les affaires intérieures d'un autre pays membre. La fête de Noël, c'est dans quelques jours. Les préparatifs vont bon train partout dans le monde. En Europe, la Croatie, qui est visitée pour ses plages à l'eau cristalline, veut faire de Noël un moment fort de son calendrier touristique. Regardez. Noël bat déjà son plein au cœur des Balkans. En 6 ans, le marché de la vente Zagreb est devenu un événement phare dans la vie de la capitale croate. Concerts, patinoires, saucisses grillées et vins chauds attirent des dizaines de milliers de touristes venus spécialement pour l'occasion. J'apprécie vraiment cette période de fête à Zagreb, c'est très beau, on sent vraiment partout l'atmosphère de Noël. Tout le monde a l'air vraiment heureux dans la rue, je crois que c'est le plus important. La Croatie, avec ses 4 millions d'habitants majoritairement catholiques, peine à sortir de plusieurs années de récession. La côte adriatique offrait déjà au pays une importante source de revenus grâce au tourisme estival. Noël est en train de devenir l'autre argument de charme du pays. Le marché de l'Avent de Zagreb a été distingué comme le meilleur en Europe par une grande agence de tourisme européenne, devant ses prestigieux concurrents de Vienne ou Prague. Je pense que les gens passent un meilleur moment ici, parce qu'il y a moins de monde. Pour les gens qui aiment explorer, on peut facilement se déplacer ici, beaucoup plus que dans d'autres pays. La Croatie est un petit pays, on est indépendant depuis 20 ans maintenant, on se développe encore et je crois que l'on a beaucoup à offrir. L'Office de tourisme de Zagreb propose des visites interactives du marché sur smartphone et des offres promotionnelles pour des week-ends tout inclus. La fréquentation l'année dernière a bondi grâce à l'arrivée de visiteurs venus notamment d'Asie et des États-Unis, soit 20% de touristes en plus pour la période des fêtes. On espère atteindre au moins ces chiffres, mais je suis sûr que l'on va faire bien mieux, grâce notamment à la publicité que l'on a faite. Le travail de coopération et l'expérience menée avec les agences de voyage à l'étranger nous laissent penser que cela va bien marcher. Signe de l'attrait touristique croissant de la ville, l'hôtellerie connaît une progression fulgurante. À Zagreb, le nombre d'hôtels est passé de seulement 5 en 2006 à 43 aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.